Salut Marie, comment tu vas? Salut Tom, bah ça super et toi? Bah ouais, ça va. La fin des vacances, bientôt C'est ça. le retour au calme chez moi. C'est long. Ouais, c'est souvent, les parents, ils aiment bien la rentrée, une fois que la rentrée est passée, ils retrouvent un peu de sérénité. Exactement. C'était long. Bon, écoute, on n'est pas venu parler de moi. Je suis très content que tu sois là. On va pouvoir du coup en apprendre beaucoup euh, de choses sur toi, sur tes multicasquettes. Et du coup, Exactement. j'ai hâte de découvrir ça. Et je démarre toujours les podcasts par une question qui peut être piège pour certaines personnes. C'est comment toi tu te présenterais en une phrase? Compliqué, bah déjà merci, pour l'invitation. Je suis trop contente de partager ce moment avec toi. Comment je me présenterais en une phrase? Je pense que je suis entrepreneur, multipassionnée, voilà, pour, faire simple et court. Ok, ça me va. De toute façon, t'es libre, hein, c'est ton espace à toi. Tu dis ce que tu veux. Et effectivement, pour celles et ceux qui se demandent mais qu'est-ce que ça veut dire, on va justement aller explorer tout ça à travers ce podcast. La deuxième chose que j'aime bien faire, une fois qu'on a posé le qui suis-je, c'est de d'aller un petit peu explorer la Marie d'avant. Et donc, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu voilà, de ton cadre familial. Voilà, est-ce que tu as des frères et sœurs? Et après, ensuite, enchaîner sur, on va dire, la première partie de ta vie qui nous a quand même assez euh, imprégné, qui est du coup le Mmh. parcours scolaire. Ça marche. Alors, pour faire court, pareil, parce que ça peut être un peu long. Donc j'ai grandi dans une famille avec une petite sœur qui a 9 ans de moins que moi et toute mon enfance a été bercée par le Tour de France, en fait. J'avais un père qui changeait de région, en fait, tous les ans. Donc j'ai toujours eu cette habitude de bouger, être tout le temps dans le mouvement, découvrir de nouveaux endroits, me faire de nouveaux copains. Alors, des fois, on me dit: «Ah, c'est pas stable, c'est pas top» et en fait, ça a été super enrichissant parce que, bah, comme on faisait le Tour de France, on changeait de région, on découvrait de nouvelles habitudes, de nouvelles personnes, un nouveau cadre et c'est vrai que c'était super riche et je pense que ça a déjà bien marqué, ma vie d'après, cette envie de bouger, de changement, d'être dans l'action en permanence. J'étais une petite fille plutôt timide et réservée, mais à tel point que, je me souviens, je sais pas, je devais avoir 6 ou 7 ans, mes parents m'ont dit: «Fais du théâtre, ça va être bien pour toi». Sauf que quand tu es timide et réservée, ça a été une angoisse. En fait, j'étais sur scène et je suis partie dans les coulisses au moment d'ouvrir la bouche. C'était une catastrophe. Mmh. Donc ça a été un moment, je pense, qui m'a aussi marquée, parce que, voilà, j'étais, une enfant et une ado très discrète, pas forcément, je me suis jamais fait diagnostiquer, mais, je me reconnais beaucoup dans les personnes qui parlent de leur TDAH, la difficulté à rester concentrée sur une tâche, à rester en place. C'était très compliqué pour moi et en fait, j'ai appris à le dompter, petit à petit, donc difficultés scolaires, vraiment le cadre scolaire était C'était très dur. compliqué pour moi. Ouais et finalement après, j'ai voulu prendre mon indépendance très tôt, donc à 18 ans et un jour, je suis partie de chez mes parents et je me suis dit: «Bah, c'est bien, maintenant tu veux te lancer, dans la vie, pro. Qu'est-ce que tu fais?» Voilà, j'avais tout juste mon bac en poche, un bac qu'on appelait la voie de garage, le bac technique commercial. Oui, commercial pour une timide, c'était assez révélateur de l'envie de challenge permanent. Donc je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que tu aimes faire?» Alors, j'aimais beaucoup dessiner. Je dessinais sur mes vêtements, ce que mes parents adoraient, mais comme ils m'ont toujours dit que le dessin était pas un métier, je me suis dit: «Bah, il faut que je fasse un vrai métier» et depuis gamine, je disais, «Je veux être, mon propre patron». Pas du tout d'une famille entrepreneur Ok. et je me suis dit: «Bon, il faut que je sois salariée, il faut que je fasse un vrai métier» et j'ai quand même envie de toucher à l'entrepreneuriat mais tellement ancré le truc du: «Je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi», que je me suis dit: «Ben, pourquoi pas aller dans l'expertise comptable?» Je vais accompagner des entrepreneurs, je vais mettre le doigt sur l'entrepreneuriat, je serai salariée, c'est un métier qui recrute. Donc je me lance en alternance et là, je te le donne en mille, catastrophe ambulante. Premier job, je longeais les murs, je regardais même pas mes collègues dans les yeux tellement que j'étais toute timide. Mmh. Les clients, c'était une catastrophe, j'y arrivais pas, quoi. Donc voilà, mais ça a bien changé. Mais oui, je te le confirme. Et en fait, toute ton histoire de ce que tu viens de me dire, ça me parle de ouf parce que c'est exactement ce que moi aussi j'ai vécu, que ce soit à l'école ou là, le premier job. Pareil, en alternance, je me rappelle très bien. À peine 18 ans, mon petit costume, tu sais, un peu trop grand, qui arrivait pas à parler ou à aligner trois mots. Donc, ouais, Affreux. ça me parle de ouf. Ça me parle de ouf.
C'est OK, dur, trop hein. bien. Ouais, ouais, c'est dur, mais je trouve que, en fait, ça vu, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, on va le voir aussi à travers le podcast que, bah, on peut partir entre guillemets avec des difficultés ou des choses qui peuvent paraître, contre nous, mais finalement avec de l'action, tout un tas de choses qu'on a mis en place, bah, on arrive à, heu, peut-être qu'on va y aller progressivement ou peut-être moins vite que les autres, mais on arrive toujours à atteindre ce qu'on veut. Donc ça, je trouve C'est ça clair, intéressant et c'est ça aussi quoi, à travers ce podcast qu'on permet aussi de partager pour des personnes qui pourraient être, comme nous, quoi. c'est clair. Trop bien. Non, mais Je carrément. je vais juste revenir sur, du coup ta vie où tu disais que tu allais de ville en ville à travers la France et toi tu disais que ça t'avait pas impacté, hem et pourtant tu vois, je me posais la question parce que tu disais que tu étais timide, mais tu arrivais quand même très facilement finalement à te faire des amis? J'en avais peu, OK. mais en fait, je pense que ça m'a permis de me forcer à sortir de ma coquille. Je pense que j'aurais grandi, tu vois, alors attention, hein, ça je tiens à le dire, pour moi, il y a pas de bon ou de mauvais parcours, il y a pas de bon ou de mauvais choix. En fait, ce qui fait qu'un choix est bon, c'est qu'on arrive à s'adapter et à avancer avec ce qui nous est imposé par la vie. Et finalement, ben, j'arrivais quand même à me faire des copains, alors pas des tonnes, Mmh. mais j'y arrivais quand même. Mais parce que, finalement, le fait d'être confrontée à ça, me poussait à sortir de ma coquille. OK et du coup ta sœur du coup elle a pas connu la même chose si vous aviez 9 ans Non, d'écart? ouais, après on Elle avait s'est un autre rythme? stabilisé, j'avais 10 ans donc c'est vraiment de mes 0 à mes 10 ans. Ma sœur par contre, à contrario, a grandi dans le même endroit, les mêmes Mmh. écoles, les mêmes, et c'est rigolo parce que c'est 2 personnalités très différentes et 2 parcours très, très différents. Ouais, bah, peut-être que ça a joué aussi, hein, qui sait? C'est sûr. OK, du coup, année, lycée où tu disais que tu avais un petit peu de mal à rester concentré. Tu arrives quand même à avoir ton bac et moi, j'étais assez surpris quand tu me dis que, tu avais cette envie et tu l'as fait du coup à 18 ans de quitter les parents. J'aimerais, Ouais, bah, qu'on creuse un petit peu ça, parce qu'on est quand même jeune à 18 ans. Qu'est-ce qui a fait que ouais. tu avais ce déclic et qu'est-ce qui t'a motivé justement à aller jusqu'au bout dans cette démarche? En fait, je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais j'ai une enfance assez difficile avec, un père, on va dire, presque enfin pas presque, maltraitant. Et du coup, j'en parle assez librement sans rentrer dans les détails Mmh. parce que je me rends compte à force d'échanger sur LinkedIn, voir des parcours de personnes qui m'inspirent, que beaucoup, bah, prennent la parole là-dessus, expriment finalement, ce qu'ils ont vécu et quand on voit leurs, résultats aujourd'hui, on voit les paillettes, on se dit: «Waouh, ils font des résultats des tonnes de chiffres qui nous semblent impalpables, en fait, et je me rends compte que beaucoup, finalement, vont puiser leurs ressources de choses pas forcément très cool. Et je pense aussi que c'est important de dire que même si tu es jeune aujourd'hui, même si tu as un cadre familial qui est pas forcément très, rassurant, qui est pas forcément très bon, c'est pas parce que tu vis ça que tu vas échouer ta vie, en fait. Moi, c'était la croyance que j'avais. Je me disais, «Je vais pas y arriver, en fait», parce qu'on me mettait ça dans la tête. C'était plus des violences, psychologiques Mmh. et je me disais, «Non mais je vais pas y arriver, c'est pas possible». Donc en OK. fait, quelque part, c'était pour ma survie. Mais aujourd'hui, avec le recul et ça peut peut-être en choquer certains, bah, je me dis que c'est ce qui me donne ma force aujourd'hui parce que je suis quelqu'un de très déterminé, de jusque-boutiste et je sais que je puise ça finalement de tout ce que j'ai vécu par le passé. Donc ouais, j'ai décidé de partir, bah, pour ma survie et quelque part pour me prouver que j'étais capable aussi. Ça marche. OK et du coup après, premier job, donc tu fais quand même une alternance en comptable. Ouais. Hem, Qu'est-ce qui t'avait motivé à l'époque de passer, on va dire, de la partie, bah, vente à la partie chiffres? Tu avais quand même une appétence là-dedans? Ouais. Tu avais des envies ou c'était vraiment par défaut? J'avais des envies, parce que alors pour le coup, ça c'est pareil, on se fait tout un truc, on se dit: «Non mais je peux pas aller en compta, je suis nulle en maths». J'ai eu mon bac avec 5 en maths. Je suis une bille en maths, mais vraiment j'ai pas du tout l'esprit, maths et en fait, au lycée, j'ai rencontré un expert comptable qui nous a partagé son parcours, qui expliquait ce qu'il faisait et là je me suis dit: «Mais c'est trop, trop bien en fait». Parce qu'il a pas du tout mis en face, le côté chiffres, il a plutôt mis en face de nous, le côté accompagnement et c'est vrai que j'ai toujours, malgré ma timidité, aimé accompagner, aimé, écouter et c'est vraiment ce que j'ai identifié dans son partage. C'était quelque chose de très, à l'écoute, de très, maternant quelque part et c'est ce qui m'avait plu. Mais à aucun moment quand je l'ai rencontré, je me suis dit: «C'est sûr et certain, je vais faire ça». Quoique, si quand même. Je pense que là, ça avait déjà allumé une lumière Mmh. et
Et quand j'ai cherché un peu sur les opportunités, que j'ai vu que c'était un métier qui recrutait à fond, qui me permettrait de gagner ma vie, plutôt confortablement, ce que je croyais à l'époque, heu, je me suis dit: «Bah, go, en fait». Donc tu fais 2 ans, tu fais un espèce de c'était quoi, C'était, BTS, licence, BTS? master, donc j'ai fait mon BTS en alternance et la licence, c'est là où j'ai vu que vraiment mes difficultés scolaires étaient une horreur. Mais une horreur parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, je suis jusqu'au boutiste, je m'investis à fond. Donc je bossais comme une dingue en cabinet, mais vraiment je prenais tout, à bras le corps, chaque mission, enfin j'étais très, très, très à fond et ça me prenait beaucoup d'énergie. Donc les cours, c'était compliqué et l'alternance, c'était, j'avais besoin, d'indépendance, j'avais besoin de plus être, considérée un peu comme, parce qu'à l'époque en tout cas, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on était vraiment infantilisés et c'était insupportable pour moi. Donc, bon là, tu vas te dire: «La fille a vraiment un souci, c'est que difficultés scolaires, j'arrive pas à passer ma licence» et en même temps, je m'éclatais trop en cabinet. Je me suis dit: «C'est bon, je vais faire ça en cours par correspondance. J'arrête l'alternance, je me lance à temps plein» et j'ai validé ma licence en cours par, correspondance, en fait. Trop bien. Donc j'ai fait, 4 ans d'alternance et ouais, je crois 4 ans d'alternance et après, j'ai validé la licence, par correspondance et j'ai voulu faire pareil avec le master. Je me suis entêtée pendant, 4 ans. Et au bout d'un moment, j'y arrivais pas, donc j'ai arrêté. Et là, ça a été le premier gros échec pro parce que je voulais être expert comptable et sans le master, Tu impossible. l'es pas? Donc Ah oui. ça a été une grosse claque. OK. OK, bah, tu vois, ça, je savais pas du tout. Ça marche. Du coup, à l'issue de ton obtention, de la licence et puis, de ce que tu viens de dire, tu es embauché dans la même boîte ou tu as été dans d'autres, sociétés? Non, parce que j'ai vite découvert, le les dessous de l'expertise comptable. Alors j'ai 30, je vais avoir 38 ans là bientôt, donc je parle de ça il y a 15, 20 ans. Oui, c'est vrai qu'on n'a J'ose pas posé de espérer que la cadre. profession a évolué aujourd'hui, surtout avec de jeunes experts. Ouais, c'est vrai que voilà, ce que je vais dire là n'engage que moi, et c'est mon vécu. Donc je partage forcément ce que j'ai vécu. J'ai évolué dans des cabinets, assez misogynes, assez, pas forcément bienveillants. C'est-à-dire que les collaborateurs, je me souviens d'un de mes responsables qui disait il a dit ça à une de mes collègues: «En fait, toi, tu es comme un citron, je vais te presser, je vais prendre le max de jus et une fois que c'est fini, que j'ai tout pris, je te jette et j'en prends un autre». Pour te montrer un peu, l'état d'esprit. Sympa l'ambiance, ouais. Et j'ai digressé, je me rappelle plus de la question. Ah non, mais c'était affreux, c'était affreux. Je me rappelle plus de ta question, je me Bah, savoir suis, si perdue. tu étais resté dans la même boîte dans laquelle tu avais fait l'alternance ou si tu avais été dans Bah, d'autres sociétés? non et du coup, comme, voilà, j'étais dans cet environnement-là, j'ai changé de cabinet tous les ans, tous les 2 ans, tout le temps. Parce que ça allait pas, parce que, ça allait pas du tout, donc je me disais: «Je vais forcément trouver mieux». En 16 ans de salariat, j'ai fait 12 cabinets, j'en ai trouvé un bien. OK. Et Voilà. bien, du coup, Non, humainement alors? c'était horrible. Humainement et même dans l'émission, c'était top. Je me suis éclatée, humainement ça allait. Vraiment, c'était pas idéal, mais de toute façon la situation parfaite n'existe pas. Oui. Mais c'était bien. C'était vraiment bien. OK, et tu as vu quand même une évolution, durant toutes ces années sur toi, ta personne, le fait d'être introverti, comment tu as réussi à, on va dire gravir les échelons personnellement sur ta Mmh. capacité à prendre confiance, à aller, jusqu'au bout sur des missions, et avoir des résultats? En fait, ce que et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, on puise finalement la force dans son vécu. Je me suis dit j'ai tellement entendu, alors c'était le grand truc: «Tu vas finir caissière à Auchan», comme s'il y avait des sous-métiers, alors que pas du tout. Moi, j'ai toujours dit: «Si un jour j'ai des enfants, qu'ils soient éboueurs ou président de la République, tant qu'il est heureux, j'en ai rien à faire». Vraiment, pour moi, c'est le bonheur et l'individu avant tout. Ouais, Après, l'échelle sociale, machin, enfin, moi, c'est un truc ça qui me passe au-dessus complètement. Et je me suis dit: «Bah, en fait, je vais tout le temps me mettre en danger». Alors en danger par rapport à mes propres problématiques. Donc en fait, dès qu'il y avait une mission, dès qu'il y avait un truc, je me disais: «Purée, non, mais tu vas jamais y arriver». J'y allais, mais j'y allais et petit à petit, ben, voilà, c'est monté tout doucement. Les peurs étaient toujours là, mais beaucoup plus maîtrisées. J'arrivais à le masquer, j'arrivais à y aller quand même. Je me souviens, j'ai entendu un de mes patrons dire,
Bon, bah, là, on a besoin de quelqu'un pour aller alors c'est un très grand groupe français, ils sont en galère, on a besoin, de quelqu'un pour y aller. Je me suis dit: «Jamais je vais y aller, jamais je vais y aller» et en fait, dans ma tête, je me disais: «Jamais je vais y aller» et ma bouche a dit: «Bah, moi, ça me tente» et là, tu te retrouves face au truc et dans ta tête, tu te dis: «Mais pourquoi j'ai dit ça?» et finalement, ça s'est très bien passé, en fait. On se rend compte qu'il y a rien de grave, que les gens, vont pas te manger et que tout va bien se passer Cool. Bon, bah, tu vois, c'est des petites expériences comme ça qui forgent aussi, hein. et totalement, totalement. Et du coup, pendant toutes ces années-là, tu as 14 ou 16 tu dit, je crois? 16 ans, ouais. 16 ans, de salariat. Est-ce que tu as continué à faire tes petits gribouillis, sur tes vêtements alors? Parce que tu l'as abordé un tout petit peu avant, mais c'est pas penché Ouais. dessus encore. Non, mais c'était important pour la suite, c'est pour ça que j'ai Mmh. glissé ça, subtilement. Alors j'ai continué un petit peu à dessiner, pas trop, manque de temps en fait, entre les études, le boulot et cetera, puis le quotidien, j'y arrivais plus et en fait, un matin, j'allais bosser, donc je continue un tout petit peu quand même et ce qui a été le déclic en fait de ce changement de vie, ça a été un matin où, j'allais bosser en fait, j'aime beaucoup BFM Business et la matinale. OK. Et en fait, oui, je sais, j'ai des passe-temps peut-être qui peuvent paraître chiants pour certains, mais j'adore BFM Business. On ne juge pas ici, hein. On Non, écoute. pas du tout. Et en fait, ce matin, bah, j'étais vraiment devenue un robot, quoi. C'était métro boulot dodo, je me levais le matin, je prenais mon café, j'allumais la télé, je regardais BFM Business et je partais. Et ce matin-là, en fait, j'allume la télé, puis là, il y a une personne qui parle, de sa boîte qu'elle venait d'ouvrir de bilan de compétences en ligne et qui parlait justement de parcours des premières personnes qu'ils avaient pu accompagner, de leur vision, de ce qu'ils faisaient et en fait, ça m'a vraiment parlé et puis ça a mis du temps, hein, parce que c'était peut-être 2017-2018 et puis dans ma tête, je me disais: «Il faut quand même que je prenne rendez-vous, ça a l'air pas mal leur truc» et donc je me retrouve à prendre rendez-vous et à faire mon bilan de compétences. Et je me souviens, justement de mon coach, je lui sors comme je te l'ai dit là, il me dit: «Qu'est-ce que tu aimes faire?» J'étais à une période très dark, de ma vie, j'en pouvais plus, j'étais au bout du rouleau, j'avais arrêté expertise comptable, je me disais: «Tu as 30 ans, ta vie est finie». Enfin vraiment le truc dark, tu vois? Tu te dis, Oui, oui. «C'est dur quoi de penser ça à 30 ans, tu es encore jeune, plein Bah, oui. d'ambition, plein d'idées, pourquoi te dire ça?» Et puis je lui dis: «Ouais, ce que j'aime faire c'est dessiner, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse un job de ça?» Il me dit: «Mais, je sais pas, il y a des graphistes, des illustrateurs, enfin, je sais pas, c'est pas des métiers tout ça?» Et là, il m'a ouvert un prisme en fait où je me suis dit: «Ben, ouais, il a carrément raison en fait». Donc je fais mon bilan de compétences et c'est là où j'ai ouvert ma première boîte, qui était à la base, bah, du custom sur, chaussures et vestes en jean. OK. Donc ça, c'était en quelle année? J'ai ouvert ma structure en 2021. J'ai fait mes petits tests d'abord OK. parce que c'est quand même un vrai métier pour le coup. Ouais. Et bah, j'ai d'abord fait pour les potes, vraiment en side business, pour moi, pour, tester, pour voir, me former aussi au métier et avant de lancer officiellement ma première boîte, en 2021. Post-Covid, du coup, est-ce qu'il y a eu des difficultés au démarrage ou, tu l'as pas forcément ressenti vu que c'était le début pour toi? J'y suis allée sans mettre de pression, c'est-à-dire que j'ai vraiment pour moi, c'était un truc qui allait pas fonctionner plus que ça. Enfin, tu vois, la fille toujours très positive, hein. À Mmh mh. l'époque, c'était encore, compliqué, tout en sachant que j'avais eu un 1er projet pro dont j'ai pas parlé avec un ancien collègue où, on avait voulu lancer, bah, une agence, d'assistanat virtuel en 2018 pour le coup OK. et c'est une association qui a très mal fonctionné parce que, pas la même vision, pas la même manière de voir les choses, ça a été une catastrophe. Donc j'avais cette crainte aussi de, pas vouloir m'associer parce que cette première expérience qui a été chaotique et en me disant: «Vas-y, te mets pas la pression, là tu kiffes en fait et tu fais un métier passion». C'est trop bien. Voilà, c'est que demande le peuple? Exactement. Du coup, tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là? Je sais pas, me dire, comment ça s'est passé au début? Peut-être nous raconter ton premier client, hormis, on va dire, Ouais. tes amis et qu'on voit un petit peu l'évolution sur cette partie-là. Du coup, j'ai commencé à poster sur Instagram mes créations. Donc j'étais immatriculée, j'avais créé ma structure. Forcément, Mmh. venant de la filière, comptable, pour moi, c'était inenvisageable de vendre sans structure juridique parce que beaucoup de créateurs, des fois, n'ont pas conscience. Mais bref, c'est un autre sujet. Enfin, certains, en tout cas, parce que des fois, je vois des trucs, je me dis: «Oh là là». Donc j'ai commencé à poster, puis une personne est venue me voir en me disant: «C'est trop bien ce que tu fais,
j'ai un anniversaire, est-ce que tu peux me faire une paire de chaussures? Et là, je me suis dit: «Elle me connaît pas, elle veut que je fasse ça pour elle». Enfin, ça me semblait complètement dingue que quelqu'un s'intéresse à mon travail, enfin vraiment. Et Et t'avais déjà les prix ou pas du tout? Les prix étaient non, affichés? OK, non, vas-y, non, non, raconte. je savais pas, je savais pas. Non, non, puis ça maintenant quand je le dis, mais j'ai honte, j'ai vendu ma première paire de custom 20 €. Parce que je me Ouais, disais: «Attends, c'est juste des dessins sur des chaussures. Tout le monde peut faire ça, bien sûr». Donc même si j'avais galéré, je m'étais formée, et je me disais: «Non, mais non, je peux pas vendre ça trop cher, c'est pas un truc, combien d'heures utile, de quoi». travail, tu te Enfin, rappelles? le temps de faire le dessin, parce qu'en fait, et je fonctionne encore comme ça aujourd'hui, je fais toujours une maquette digitale. Donc je fais vraiment le dessin sur iPad que je projette sur les chaussures, j'envoie au client. Il me valide, alors je c'est le bon à tirer en fait, il me le valide et après je passe à la peinture. Donc c'est vraiment de la peinture, je prends mon petit pinceau, la paire de chaussures et Mmh. je peins sur les chaussures. Et là, c'est les premiers, donc j'étais moins efficiente, on va dire. Là, j'avais dû passer 4 jours plein de travail. Ah oui, 20 €. 20 €, ouais. Écoute, elle était Voilà. contente? Ah, elle était ravie. Ah bah, tu m'étonnes. Elle avait quand même fourni la paire de chaussures, tu vois? OK. J'en rigole parce que en fait, on apprend. Forcément, pendant 1 an, tu fais ça, tu augmentes un peu tes prix, tu passes moins de temps. Heu, voilà, quand j'ai décidé de vraiment, arrêter ça, enfin arrêter, en tout cas ce modèle économique-là, hem, je vais facturer, ouais, max 80 € mes 2 jours de travail, quoi. Et là, tu vois bien qu'il y a un problème. C'est clair. Disons que tu as pas beaucoup mangé, quoi. C'est ça. Après les métiers comme ça, franchement, les créateurs, les artisans, c'est pas des métiers où tu fais, 20 heures par semaine et tu gagnes 2 000 € net par mois, quoi. En tout cas, avec ce modèle économique-là, j'en connais beaucoup et j'en connais aucun, qui gagne bien sa vie, Bien vraiment. sûr, ouais. Mmh. OK. Et du coup, toi, en parallèle de ça, t'avais arrêté, du coup, le cabinet comptable Oui. et du coup, tu faisais quelque chose d'autre à côté ou t'étais à temps plein? Non, j'étais à temps plein jusqu'en 2023 sur cette activité. Donc au début, je me disais: «Purée», bah, je voyais bien que ça ne marchait pas une fois que l'URSSAF est passé, que tu as payé parce que voilà, enfin le matériel que j'utilise, c'est quand même du matériel de qualité professionnelle, c'est pas des peintures achetées chez Action, donc tu achètes ton petit pot de peinture à 8 €. Tu as quand même besoin de pas mal de couleurs, il y a besoin de matière parce que des fois, bah, je faisais quand même des choses assez importantes sur les chaussures. Donc tout mis bout à bout, en fait, ça fonctionnait pas. Pas Mmh. du tout. Plus le temps de communication, plus le temps administratif, plus le temps de gestion d'entreprise. Enfin, c'était impossible. Je travaillais comme une dingue du lundi au dimanche, pour me verser, 200 balles à la fin du mois. Donc tu te dis: «Non, ça va pas le faire». Merci Pôle emploi à l'époque parce que, j'aurais pas eu le chômage, et je pense que j'avais besoin de me prendre ce mur pour me dire à un moment donné: «Ça va pas, quoi». Enfin, Mmh. et ce qui est dingue, c'est quand tu vois mon parcours professionnel, je veux dire les chiffres, c'est quand même ma came, je sais calculer un budget, je sais calculer un prix de vente. Je savais très bien le faire pour les autres, mais pour moi, en fait, j'avais tellement ce truc, ce syndrome de l'imposteur à me dire: «Mais à quel moment tu vas vendre ça plus cher? À quel moment tu vas chercher à rentabiliser ton activité?» Parce que quelque part, dans ma tête, ça restait un loisir et c'était pas un business, hein. Ouais. Ouais, c'est pas évident, hein. Non. Et du coup, alors tu t'es, en 2023, qu'est-ce que tu as fait de nouveau? Alors du coup, pour cette activité de custom, je me suis spécialisée dans le monde du mariage et j'ai rejoint un réseau qui s'appelle Mariez-vous, dans lequel je suis encore aujourd'hui et qui est top pour les pros du mariage. Je ne suis pas sponsorisée, attention, c'est OK. juste qu'ils m'ont beaucoup apporté pour la suite. Et puis j'en parlais, donc Céline et Julien, les fondateurs, je leur en parlais, ils me disaient: «Mais, enfin stop quoi, arrête ça, enfin tu vas pas t'en sortir quoi». Puis ça a fait son bonhomme de chemin et puis j'ai rencontré d'autres entrepreneurs, des créateurs de robes de mariée, des photographes, vraiment des métiers passionnants. Tous des passionnés qui vivent finalement de leur passion. Et puis, ils avaient tout le temps des questions, parce que, bah, entre-temps, j'ai créé mon site e-commerce toute seule sur PrestaShop, j'avais ma communication sur Instagram qui fonctionnait bien. Alors j'avais pas une très grosse, communauté, mais je crois que j'étais à 2 700 personnes à peu près, avec des commandes qui tombaient régulièrement. Je m'étais fait mon petit tunnel de vente, enfin voilà, ça OK. fonctionnait bien. Qui me demandait des conseils: «Ah, ton site, comment t'as fait? Alors tiens, bah, tu peux faire comme ci, comme ça. Ta com, tu fais comment?»
Tiens, j'ai mon calendrier éditorial, je fais comme ci, comme ça et puis, comment tu gères, toute la partie finance, tes tableaux de bord et cetera? Bah, je fais comme ça, comme ça. Et puis, toujours très généreuse, je donnais mes conseils comme ça gratuitement parce que ça me faisait plaisir, en fait et puis, encore une fois, qui j'étais pour vendre, mes compétences, en fait et à force que, bah, c'est devenu des amis, ces entrepreneurs me disent: «Mais fais-en quelque chose, enfin, tu as de l'or dans les mains, purée, reste pas comme ça, quoi». Puis j'ai cherché sur internet, ce que je pouvais faire en plus des customs qui me permettraient finalement de vivre vraiment de mon activité. Parce qu'à cette époque, je pensais pas que cette activité de custom pouvait être rentable. Pareil, ça a bien changé. Et je suis tombée sur le métier d'assistante virtuelle. Et je me suis dit: «Purée, mais c'est exactement ce que je fais pour mes potes aujourd'hui». Donc janvier 2023, je réouvre une micro-entreprise. Entre-temps, j'étais passée en société sur la partie, custom. Mmh. Très mauvais choix stratégique, mais voilà, encore une fois, ce que je dis tout le temps, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Parce qu'un client m'aurait dit ça, j'aurais dit: «Mais tu es complètement malade, fais pas ça, quoi». Mais moi, j'y vais, quoi, je fais Bien l'erreur. sûr. Voilà, c'est mieux, puis ça fait de bons posts LinkedIn après pour documenter tout ça et donc je tombe sur, le métier d'assistante virtuelle, donc j'ouvre une nouvelle micro-entreprise. Pareil, je me forme, au métier et c'est là où je lance ma seconde activité d'assistanat virtuel. OK. Voilà, j'ai peut-être mal compris, mais tu avais pas en 2018 voulu monter une agence Si, d'AV? Oui, si, donc tu avec avais déjà une quelqu'un. connaissance Ouais, sur le monde virtuel et puis le métier ouais, d'assistant. OK, exactement. Mais toute seule cette fois, pas ouais, en association. OK. Donc tu avais pu voir aussi l'évolution, je pense, de l'assistanat en ligne entre Ouais, 2018 et du coup 2022-2023. 23. Ouais, ouais, Bien. carrément. Mais j'ai quand même décidé, voilà, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Je suivais ça de très loin, donc je me suis dit: «Bah, je vais me former au métier». Pareil, une pas très bonne expérience, la formation que j'ai suivie, remplie de belles rencontres et OK. remplie d'apprentissage pour la suite et ça a été ultra en fait, à chaque fois, je me rends compte que j'ai eu une mauvaise expérience. À chaque fois, il y avait un super cadeau caché derrière qui m'a permis de level up. Si on s'arrête 2 secondes justement sur cette qu'est-ce qui t'a fait dire que, la formation en elle-même était pas bonne? Il y a un aspect, c'est peut-être la compétence, c'est peut-être, le cadre. Qu'est-ce qui a fait que toi, en tout cas, ça t'a pas plu à ce moment-là? J'ai mis du temps à m'en rendre compte parce qu'en fait, j'arrivais dans le truc et je me disais: «Bah, c'est comme ça que ça marche, en fait». Puis je suis très scolaire, tu vois? J'y Mmh. suis allée vraiment, à fond. Il y avait peu de cas pratiques et pour moi, une formation métier, ben, il faut absolument, faire de la pratique. Je veux dire, demain, tu te formes, sur, je sais pas, n'importe quel outil. C'est pas en regardant des vidéos ou en cliquant sur des liens, de ressources que tu vas y arriver, quoi. Il y avait peu de cas pratiques, une formatrice qui était complètement imbue d'elle-même et en fait, c'était sa formation, il fallait pas aller voir à côté. Alors que pour Mmh. moi, la richesse vient justement tu vas piocher finalement plein de choses de un peu de partout, quoi. Voir ce Oui, il y qui a te pas une correspond, ce vérité qui te stricte. correspond pas. Non, pas du tout et c'était, ouais, c'était un environnement qui était pas très sain, en fait. D'accord. Bon, en tout cas, ça t'a pas empêché de démarrer et Pas puis de du tout, rencontrer des bonnes personnes. Pareil, j'aimerais c'est bien du clair. coup que, bah, tu me racontes, comment tu as fait pour obtenir ton 1er client dans l'assistanat virtuel. Du coup, c'est là où je dis il y avait un super cadeau caché, c'est qu'en fait, grâce à cette formatrice, j'ai rencontré mes 2 premiers clients que j'ai encore aujourd'hui. Dont une qui qui est ma plus grande, prescriptrice, je n'arrive pas à parler et grâce à elle, en fait, ça jusqu'ici, jusque-là, août 2025, tous mes clients, ça a été du bouche à oreille. C'est-à-dire que OK. c'est parti de cette personne qui a parlé de moi à d'autres personnes, qui sont devenus mes clients, qui ont parlé de moi à d'autres personnes et ça a été comme ça une toile d'araignée qui s'est, bâtie, petit à petit. Trop bien. Donc en fait, ça a été, finalement la chance de fou que j'ai eue, ces 2 rencontres et cette cliente-là qui, bah, qui est géniale, quoi et grâce à qui, bah, j'ai pu tester, prendre, évoluer et aujourd'hui, quand je vois ce que je faisais en 2023 et ce que je fais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Mon activité a pu évoluer grâce à cette collab, vers le métier que je fais aujourd'hui qui est OBM. OK. Bon, on va y venir. Justement, c'était quoi un petit peu tes missions d'avant, vs, que tu avais aujourd'hui? Et parce que, hem, moi, en tout cas, de mon côté, sur la partie, marketing et cetera, à l'époque, bah, on disait une assistante virtuelle, voilà, elle va juste envoyer des factures, C'est ça. enfin, elle a des tâches, on va dire, un peu limitées, alors qu'en fait, elle peut jouer un énorme rôle au sein d'une boîte. Donc c'était quoi, finalement, tes tâches à l'époque? Et comment tu as aussi réussi à, changer, on va dire, ton positionnement Mmh. pour arriver justement sur la partie OBM?
j'ai toujours du mal avec, alors il faut bien quand même mettre des cases. Enfin, tu es obligé de mettre un Mmh. cadre en disant: «Bah, tel métier, c'est telle mission, tel métier, c'est telle mission». Parce qu'au final, une assistante virtuelle, une OBM, ou une ou un COO, forcément, si tu mets pas de mots sur les fonctions, ça a pas de sens. Mais il y a toujours eu cette frontière très, très, très fine entre une assistante virtuelle et une OBM. C'est-à-dire que moi, je prends, bah, un client, qu'on connaît bien, tous les 2, chez qui j'ai commencé en tant qu'assistante virtuelle. Donc en fait, c'était ça, pointage de factures, création de visuels, je faisais vraiment de l'opérationnel pur, en fait. Et chez ce client-là, il y a toujours une OBM en place. Et en fait, j'ai identifié beaucoup de problèmes parce qu'en fait, une assistante virtuelle, de base, si on prend de la sémantique pure, la différence entre les 2, une assistante virtuelle fait de l'opérationnel, une OBM est plus sur la partie pilotage stratégique. Grossièrement, voilà. Mmh. Parce que moi, chez ce client, pour le coup, il y a une assistante virtuelle, donc moi, qui fait de l'opérationnel, des factures, création de visuels, après en fonction des compétences, elle peut être amenée à faire plein de choses, de la communication sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a qui se spécialisent là-dedans, de la création de sites web. Mais à côté de ça, je te dis ça, alors dans ce cas-là, quid du community manager et du web designer? Enfin, c'est quand même assez, transversal comme métier. Ouais. Et chez ce client-là, j'ai identifié un problème de visibilité, c'est-à-dire qu'en fait, il éditait, des tableaux Excel pour, faire son suivi de pilotage et cetera. Il m'a pas matérialisé finalement que c'était une charge pour lui, mais en fait, à chaque fois, il me disait: «Bah, j'édite mon tableau Excel, je refais ça et puis je fais ci et puis je fais ça». Puis je lui demande comme ça, «Bah, tu as pas un suivi de pilotage, je sais pas, tu cliques, tu as tous tes stats, tous tes éléments et cetera?» Il me dit: «Bah, non». Et en fait, je pense qu'une assistante virtuelle, elle est capable, en fait, d'être à l'écoute de ses clients, d'identifier un besoin et de mettre en place, finalement, des solutions pour faciliter la vie de ses clients. Et c'est là où on arrive un peu à la limite assistante virtuelle OBM, tu vois? Mmh. Parce que normalement, c'est le rôle d'une OBM. Est-ce que du coup, il y a pas une, et du coup, c'est ça rentre dans plus dans une compétence, humaine où toi, tu as été du coup proactive à ce moment-là, Mmh. Ouais, et à proposer des solutions? Alors que peut-être dans l'esprit, on va dire, basique d'une AV, c'est juste je fais de l'opérationnel et on me dit ce que je fais et ça s'arrête là. c'est ça. Alors que toi, tu avais cette envie quand même de d'avoir une Ouais, amélioration continue, tu avais, trouvé, hem, effectivement un besoin qui avait pas encore été recensé c'est et tu as ça. pu du coup après le matérialiser puis le mettre en place. C'est ça, en fait. Je pense que et c'est là où je te dis qu'il y a une frontière entre l'assistante virtuelle qui a envie de faire que de l'opérationnel, faire ce qu'on lui dit et en fait, c'est OK. Et ta assistante virtuelle slash OBM où en fait, tu es vraiment à l'écoute de ton client, tu identifies des besoins et tu mets en place des solutions. Là, bah, voilà, on a un tableau, de pilotage complet sur Airtable avec des automatisations mail qui vont chercher, dans les différents outils et aujourd'hui, bah, en un clic, il a accès à toutes ses stats, quoi. Et la deuxième mission qui m'a permis d'évoluer, donc c'est ma fameuse autre cliente où en fait elle a eu pas mal de soucis, perso, elle pareil, elle est multipotentielle, elle a plusieurs activités pro. Elle avait peu de temps et en fait, bah, pas le temps de sortir ses nouvelles offres, une grosse frustration, une grosse problématique par rapport à ça. Et puis, elle me parle, du LTF, le ticket de funnel et elle me dit: «Bah, écoute, putain, j'ai pris une formation, désolée. J'ai pris une formation, j'ai pas le temps de la suivre, est-ce que tu peux la suivre?» Je suis son assistante virtuelle. OK, Mmh. je la suis et puis je lui fais des récaps. Et là, je mets le doigt sur un truc puissant, le LTF. Et là, je me suis dit: «Waouh, mais c'est trop bien ce truc pour développer une boîte, quoi». Et en fait, donc j'ai suivi la formation, je lui ai fait les récaps. Elle me dit: «Purée, j'ai pas le temps de regarder les récaps, j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas le temps de sortir les offres». Et là, j'ai foncé dans le truc, mais vraiment en mode bulldozer. J'ai dit: «Bah, c'est pas grave, je connais ton activité» et puis bon, elle fait de la en fait, elle est coach, business et elle fait de la communication. Elle forme à mieux communiquer sur Instagram. J'ai dit: «Bah, c'est pas grave, je te fais ton LTF». Et voilà, c'est parti. Donc création de OK. projet sur Notion, création des offres, des produits, identification des problématiques, enfin vraiment, je me suis lancée dans un truc passionnant et là, on est en train de bosser dessus, À la limite, là, tu es passé sur le côté marketing, funnel à building, fond. et Ouais, cetera et c'est ça. cetera, quoi. Ouais. Mais très bien, mais du coup, ça, c'est pour moi un truc à mettre en avant parce que tu aurais pu juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, rester, AV et puis te contenter C'est à ça. éditer sans dénigrer le truc encore une fois, mais à juste à Ah non, renvoyer mais il en faut. des facturations C'est des ouais, et toi, tu as réussi à avoir cet aspect, proactif
et ça fait référence à tout ce qu'on dit depuis le début, où tu aimes aller jusqu'au bout et donc dès que tu as vu qu'il y avait des petites opportunités, des petites portes ouvertes, tu as su aller dedans et heu et réussir, dans tout ce que tu faisais, quoi. C'est ça, Donc trop bien. c'est ça. Ouais, Et non, du coup, carrément. cet aspect OBM, toi, tu t'es formé, parce qu'on a souvent aussi, comme tu as dit tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur, il faut se former pour avoir l'étiquette de l'OBM. Donc est-ce que tu t'es formé par rapport à ça ou tu as tout fait en autodidacte? Je me suis formée, en fait, j'ai rejoint un mastermind, début 2025. Ça a continué à me faire évoluer. C'est-à-dire que dans ce mastermind, donc c'est OBM Squad, et on a à la fois des formations métiers purs, donc tout ce qui est gestion de projet, alors je pense s'ils entendent ce podcast, ils vont me dire: «On n'est pas organisme de formation», mais il y a quand même des petits modules, en fait, qui te disent, bah, Mmh. de leur expérience qui est très riche, en fait, ils nous livrent leur manière de faire, bah, le métier d'OBM. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi de moments en fait mindset où on nous apprend justement à, bah, qu'il est le syndrome de l'imposteur, à prendre confiance en nous, à ouvrir les yeux sur nos compétences et ce qui est très riche, c'est de se rendre compte qu'on a tous un parcours professionnel. Quand on se lance, on se dit: «On repart de zéro, on sait rien faire» et une fois que tu casses ce mur et que tu prends conscience de tout ce que tu as fait, bah, tu te rends compte que tu sais faire plein de trucs donc oui, je me fais accompagner là depuis, ouais, 7 mois sur le métier d'OBM. Bien. Donc aujourd'hui, parce que là, on a parlé de beaucoup d'activités. Concrètement, Ouais. là, 22 août 2025, quelles sont tes activités alors? Donc aujourd'hui, j'ai 2 activités principales. Donc la partie, custom qui est devenue en plus, finalement une agence de création de goodies où en fait, j'ai vraiment fait des partenariats avec d'autres artisans et des usines en France et en Europe pour pouvoir produire, des goodies de qualité, j'insiste là-dessus. Donc j'ai cette activité-là, donc de l'unité à plusieurs milliers d'exemplaires et j'ai l'activité de Pardon, je t'ai coupé. Du coup, c'est que pour les mariages ou là, c'est vraiment tout? c'est tout. C'est Oh, les pros, beaucoup. Je me suis réorientée, on est un peu passé à côté, mais justement dans un but de rentabiliser mon activité, je me suis orientée vers le B2B et du coup, bah, je fais des goodies, alors toujours pour les particuliers, mais également pour les entreprises en partenariat mmh. avec des usines qui font pour moi. Ouais. Voilà, avec pour, alors ça c'est mon rêve, vraiment parce que je pense que quand on entreprend, il faut avoir des rêves. Je pense au fondateur d'Amazon qu'on prenait pour un cintré quand il a lancé sa boîte. Quand on voit ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est une dinguerie. On aime ou on n'aime pas, hein, c'est pas le sujet. Mais mon rêve, en fait, c'est d'ouvrir mes propres usines en France et de réinternaliser finalement la production à terme. Donc ça, c'est côté, goodies et sur mon autre activité, donc aujourd'hui, je suis OBM, vraiment spécialisée dans tout ce qui est pilotage et gestion de projet et avec une appétence marketing très forte, maintenant. Et ça te plaît du coup? Carrément. Bah, là, je m'épanouis complètement. Alors on me dit: «Mais tu fais trop de choses et comment tu fais?» Ouais, Alors c'était ma j'ai question d'après. Comment tu gères tes voilà. journées ou tes semaines? Donc là, maintenant, depuis peu, j'ai mon assistante qui m'aide parce que toute seule, je pense que j'allais tout droit à l'implosion. Même si j'ai, quand même des tableaux de pilotage et de suivi, très précis. J'ai un planning, toujours avec une marge de souplesse sur la journée parce qu'il y a toujours des imprévus. Mais voilà, tel jour, bah, je travaille pour tel client côté casquette OBM. Là, j'ai pas forcément beaucoup de projets goodies, donc je vais pouvoir aller plus loin côté OBM. Et quand j'ai des projets goodies, bah, justement, je les cale, dans mon planning. Pareil, j'ai mis en place beaucoup d'automatisation qui me font gagner beaucoup de temps. Hem et voilà, donc ça se passe, plutôt bien. J'arrive à enfin prendre des congés, avoir des jours off, à prendre soin de moi et ça se fait du bien et c'est très important parce que quand on entreprend, on a tendance à être, surtout au début, tout feu, tout flamme. Hem, Faut quand même faire attention. Ouais, ouais, trop bien. Bah, écoute, je suis content d'apprendre ça parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Donc Carrément. j'avais pas pu voir, l'évolution, donc félicitations à toi. Merci. Si on reprend par exemple, on va prendre le côté OBM, tu sais que jusqu'à présent, c'était plutôt le bouche à oreille qui avait porté ses fruits. Est-ce qu'il y a Ouais. quand même, toi, de ton côté, des actions marketing que tu as mis en place pour, développer ta visibilité ou ton acquisition? Alors pour le coup, tu vois, j'ai complètement profité finalement de cette expérience LTF avec ma cliente parce que jusque-là, en fait, je faisais rien. Je communiquais un petit peu sur Instagram, sur LinkedIn, c'était très aléatoire, pas de tunnel d'acquisition, j'avais rien en fait parce que je comptais sur ce bouche à oreille et je me suis dit: «C'est quand même super dangereux» Bah oui, au parce bout d'un que moment, c'est trop aléatoire, quoi. Enfin, donc j'ai décidé de mettre en place mon propre LTF que je vais sortir là en septembre, qui va faire le lien entre mes 2 activités parce que ça accompagnait les pros dans l'organisation de leur, présence et de leur visibilité sur salon,
présence en ligne, présence, sur place et cetera et je reprends aussi une communication sur LinkedIn beaucoup plus appuyée et beaucoup plus, alignée. Donc c'est en cours de mise en place. Trop cool. Et comment toi, du coup, ça fait, depuis 2023 que t'es dans ça va faire, ouais, plus de 2 ans et même je pense que t'avais quand même gardé un petit œil, sur ça, donc t'as peut-être vu l'évolution, on va dire, du marché, infoprenarial, depuis pas mal Mmh. d'années. Hem, Comment toi tu perçois cette évolution et comment finalement tu as réussi à t'adapter pour, être toujours présente aujourd'hui? Hem, l'évolution, je la vois d'un côté très positif et à la fois d'un côté très négatif. Je m'explique. Vas-y. Je vois très positivement parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui osent se lancer à leur compte et je trouve ça formidable, surtout en tant que femme. Je vois de plus en plus de femmes qui entreprennent, qui vont au bout de leurs projets, qui croient en elles et en leur avenir et ça, je trouve ça formidable. Ce que je vois d'un mauvais œil, c'est que on a de plus en plus de vendeurs de tapis sur les réseaux qui te font croire qu'en fait, surtout dans nos métiers, que ce soit le tien ou le mien, où en gros, ben, travaille 4 heures par jour et gagne 20 000 € par mois facile du fond de ton canapé ou à Dubaï, quoi. Et même si aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui prennent conscience que c'est du bullshit, il y a toujours autant de personnes qui se font avoir avec ça. Donc il y a de plus en plus de concurrence sur le marché et à la fois, bah, des personnes finalement qui, dénigrent nos métiers. Je vois le métier d'OBM et d'assistante virtuelle, c'est un vrai problème, en fait. Moi, franchement, avant de trouver mon assistante, j'ai ramé parce que je tombais sur des personnes pleines de bonne volonté, Mmh. mais qui ne savaient pas du tout comment bosser, quoi. Il fallait que je les forme. Bah, non, en fait et non. Ah bah, non, c'est pas possible. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de nouveaux et il faut savoir après effectivement si tu as l'envie et le temps de prendre quelqu'un, on va dire pas cher, mais sur lequel tu vas devoir y repasser, Non. tout un tas de fois pour Et réaliser ça, une ouais, le tâche, quoi. tarif, c'est un vrai problème, hein. Parce que, en fait, toi, tu vas vendre tes offres au bon prix, à ton prix. Forcément, tu vas être plus cher que, justement la plupart de ces personnes qui se lancent. Quand je vois des assistantes virtuelles qui me disent: «T'inquiète, je te fais ça pour 15 € de l'heure». Mais à quel moment, en fait? Déjà, moi, j'aurais l'impression de t'exploiter et si tu fais de la qualité, vu que tu es pas compétente, tu me le vends à 15 € de l'heure, je trouve que ça envoie un mauvais signal, tu vois? Et Mmh. toi, tu vas passer 10 heures alors que l'assistante qui va me vendre son heure à 60 €, elle va me le faire en 1 heure. Ouais. Ça aussi, Ouais, c'est un sujet, la facturation alors, mais c'est vrai que ça, on n'a pas on pourra refaire, je pense, un épisode sur ça parce qu'effectivement, ouais. on voit tout. Moi, à Oh l'époque, là quand là. j'avais voulu, ouais, ça allait de vraiment, ouais, de 20 € à, plus de 100 €. Ouais. Mais après, tu vois, selon les compétences, les expériences, tu avais aussi parfois justement des personnes qui venaient avec un côté AV plus OBM. Et donc, en Mmh. fait, après, en tant que, entre guillemets, recruteur, tu sais pas vraiment comment te positionner. Est-ce que tu prends le moins Non. cher? Est-ce que tu prends le milieu de gamme? Est-ce que tu prends, en fait, tout dépend après de ton objectif, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que t'en as plein, en fait, sur le marché. Ouais. Non, mais carrément, carrément. OK, du coup, toi, tu décrirais comment ton marketing en 3 mots? Comment tu décrirais ton futur marketing en 3 mots? Ouais. Ce que j'allais dire, si on part sur l'actuel, on va dire, un petit œuf qui est en train d'éclore. C'est quoi, du coup, bah, la vision que tu aimerais donner ou en tout cas le ressenti pour les gens en voyant ton marketing? Et je pense que, de toute façon, il est aligné enfin, on a beau dire, il y a ta personnalité, ton entreprise, mais pour moi, les 2 sont intimement liés. Si tu es introverti, tu peux pas faire une communication, ultra ex enfin, voilà, tu peux pas être, foufou, enfin, voilà, c'est pas possible. Je pense que ce que je vise vraiment, c'est, décomplexer, hem, avec une touche d'humour parce qu'en fait, on entreprend, on n'est pas là pour faire la tête. C'est On est là clair. pour être sérieux sans trop se prendre au sérieux et si je devais dire un autre mot, efficience, vraiment. Parce qu'en fait, je me rends compte que, quand on parle marketing, tout de suite, on pense à une usine à gaz, un truc compliqué, un truc, et en fait, pour moi, un bon marketing ou une bonne manière de communiquer, une bonne manière de vendre, ça doit être simple, Mmh, avec des systèmes simples qui roulent bien. et plus ton business augmente et plus, les gens aussi ont la croyance qu'il faut aller complexifier, chaque étape du tunnel avec
segmentation ultra poussée et cetera, mais parfois ça me met plus en danger qu'autre chose. Mais c'est clair et puis au final, c'est compliqué, tu passes du temps et après pour analyser tes stats, c'est le bordel, pardon, mais c'est pas clair, quoi. C'est pas Mmh, possible. Je pense qu'au contraire, plus ton business augmente, plus tu vas loin, plus il faut que ce soit simple. Alors, bien sûr, ce sera jamais, aussi simple que ça, mais il faut chercher la simplicité et vraiment la simplicité. ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu penses que, tout ton parcours entrepreneurial, est-ce qu'il y a une stratégie, un outil ou une personne, une formation qui pour toi a vraiment été game changer dans ton évolution, à la fois sur le plan perso, mais aussi sur le plan pro? Ce qui a été le plus formateur, c'est pas du tout ça, ça a été me prendre des murs. Mais vraiment et savoir rebondir. En fait, la capacité à se prendre un mur, mais pas rester entêté finalement dans son erreur en se disant: «De toute façon, j'ai raison», tu sais, l'ego mal placé, quoi. Mmh, C'est, tu te prends une porte, mais vraiment une porte violente. «OK, j'ai mal. Alors où j'ai mal? Comment ça se fait que je me suis pris la porte? Comment je peux faire pour plus me prendre la porte?» et vraiment, il y a ça et il y a aussi des rencontres après. Ça a été des personnes hyper inspirantes, qui ont su finalement, sans le savoir, hein, avoir les bons mots pour pouvoir, justement me faire réfléchir et avancer. Ça a été vraiment ça qui a été un game changer de fou, quoi. cool. Et du coup, si on doit faire un comparaison, là c'est vraiment purement marketing avant-après, de la Marie quand elle se lance et la Marie d'aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu vois déjà d'un point de vue, on va dire, personnel? Puisqu'après il y a les gens qui te perçoivent d'une manière, mais toi, Mmh. quelle évolution tu as vue entre toutes ces années? Bah, en fait, pour toutes les personnes, tu vois, qui écoutent le podcast et qui sont en hésitation de se lancer, par exemple, ou qui se disent: «Je peux pas», c'est, d'oser, vraiment, parce que en fait, je suis partie vraiment de quelqu'un qui a, quand même de gros bagages assez lourds d'un point de vue personnel, qui a pas confiance en elle, qui croit qu'en fait, elle est bonne à rien, en fait. Vraiment, quand je me suis lancée, j'avais cette croyance-là. Je me disais: «Ouais, mais c'est bon, qui va vouloir, travailler avec moi? Enfin, je sais rien faire, j'y arriverai pas». Enfin, vraiment un truc très dark, à aujourd'hui une personnalité où je crois en mes rêves, je crois en moi. Il y en a, ils vont exploser en 15 jours, 1 mois, 6 mois. Je pense pas que ce soit la majorité des entrepreneurs. Enfin, en tout cas, j'en connais pas beaucoup. Je me dis: «Voilà, je prends du temps et c'est OK. Je crois en moi parce que j'ai des compétences, en fait, que les personnes, dont les personnes ont besoin». Je peux pas dire que j'ai plus du tout le syndrome de l'imposteur parce que c'est pas vrai, je l'ai encore un peu et je pense que c'est sain quand même de l'avoir un peu, de pas être en mode, «Ouais, c'est bon, je gère de ouf». Et puis en fait, ouais, je me sens complètement épanouie dans ma vie professionnelle, ce qui était pas du tout le cas quand j'étais, dans mon ancienne vie pro. Donc, il y a une évolution, personnelle et professionnelle qui est incroyable, quoi. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école de la vie, en fait. Tu es fière de toi, du coup? Ouais, maintenant, ouais. Ouais, parce que, d'avoir osé juste et puis de croire en moi et pour moi, ça, c'est une victoire de fou. Trop cool. C'est quoi les prochaines étapes là, dans ta vision, je sais pas, à court terme? Ou même, tu parlais tout à l'heure de rêve, que ce soit sur, Mmh, tes 2 activités. Est-ce que tu as des choses déjà en tête que tu aimerais aller, chercher ouais, je vais et que tu m'axer as envie plus de sur mon partager? activité. Ouais, carrément. Non, il y a des trucs, bon, je vais les garder encore un peu, pour moi. Mais là, sur du très court terme, bah, c'est sortir, mes accompagnements, du coup, sur mon activité d'EBM. Donc j'aimerais sortir, 2 LTF, d'ici, milieu fin 2026. Ça prend beaucoup de temps et je veux vraiment faire un truc très complet, aller très loin pour les clients. Vraiment finaliser finalement mon écosystème, naissant. C'est vraiment là mon gros objectif, 2025-2026. Trop cool. On Voilà. arrive sur, la fin de l'épisode. Je termine toujours par des petites questions en vrac. L'idée, c'est, je te pose des questions et puis tu me réponds, juste, par une réponse courte, quoi. C'est pas oui, non, mais OK. presque, OK? Sans justification, mais voilà, histoire d'en savoir un petit peu plus. Du coup, si tu prends un petit déj, est-ce que tu es plutôt salé ou sucré? Ton film ou ta série préférée? Mer ou montagne? Mer. Matin ou soir? Matin. Tu préfères, lire un livre ou écouter un podcast? Écouter un podcast. Thé ou café? Café. Quand tu veux te détendre, plutôt sport ou canapé? Ex-sportive, maintenant c'est canapé. On ne juge pas, on a dit. Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Podcast. Tu es plutôt organisé ou freestyle? Ah, organisé.
Et la question qui tue, 1 million cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? Non, 10 000 € par mois à vie. On peut faire plein d'investissements après, c'est trop bien. Cool. Bah, écoute, je suis trop content d'avoir pu, échanger là, avec toi sur ce podcast. Tu vois, comme je te disais, j'ai moi-même appris pas mal de choses, donc c'est cool. Est-ce que toi, tu aurais, un dernier message à partager? Soit un truc sur lequel tu aimerais rebondir parce on n'est pas allé forcément, plus loin ou un tout dernier message, hem, dont on n'a pas du tout parlé? Il y a plein de choses en fait, mais là, tu vois, c'est par rapport à ta dernière question, il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir, un dernier message à faire passer. Quand on entreprend, même quand son activité cartonne, en fait, j'ai remarqué que certains se disaient: «C'est bon, ça marche, ça va le faire», enfin voilà. Je parlais d'investissement. Perso, je suis investisseuse à titre personnel et je voudrais vraiment rebondir là-dessus en disant, quand on entreprend, que ça marche ou pas, toujours penser diversifier ses revenus et ne pas rester finalement sur de l'acquis et toujours aller un peu plus loin parce que, je le souhaite pour personne, mais ça peut s'arrêter, ça peut changer, tout peut évoluer et c'est bien de diversifier et surtout, bah, croire en soi, quoi. Ça, c'est hyper important. Trop cool. Parce qu'effectivement, oui, quand on est que freelance, bah, on construit pas vraiment un actif, quoi. C'est ça, Donc le jour où ça se casse la gueule, bah, tout est fini, quoi. c'est ça. Pour grossir le trait. Oui, Trop cool. Écoute, encore une fois, je te remercie pour, cet échange et puis, bah, moi, avec plaisir. je te souhaite tout le meilleur pour, les prochaines années. Bah, écoute, un grand merci à toi. J'étais trop contente de partager ce moment avec toi. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas échangé. C'était trop cool et pareil, ben, tout le meilleur également parce que j'ai eu la chance de pouvoir, collaborer avec toi et c'est que du bonheur, vraiment. C'était trop bien. Merci Marie. Allez, à bientôt. Bye bye. À bientôt, salut.